Retour en direct ici de la tour marseillaise. Nous sommes dans le magnifique territoire de la métropole Aix-Marseille pour parler d'enjeux de décarbonation. Zéro carbone, vous êtes en direct sur la tribune et nous allons poursuivre avec notre invitée, Madame Carmen Santana, Grand Prix urbaniste architecte, qui va justement nous présenter voilà, sa vision, en tous les cas aujourd'hui, de l'espace urbain, sa vision des villes. Comme vous le disiez, Carmen Santana, vous êtes architecte urbaniste basé à Barcelone. Vous avez été récompensé par la profession comme architecte urbaniste de l'année. Donc nous, on est très heureux de vous accueillir ici à Marseille. En plus, c'est la première fois que vous venez ici à Marseille. Et vous aviez envie de nous partager justement aujourd'hui le regard d'une urbaniste qui à la fois quand même réalise des opérations en France, mais avec un rayonnement, une vision internationale. C'est à vous. Merci. Rebonjour à toutes et à tous et ceux qui sont en visio. D'abord, c'est pas Carmen Santana toute seule. Hein. Je tiens à dire que j'ai une équipe derrière moi et 2 associés dans l'agence Archicubique et que je remercie, sinon je ne serais pas là, et tous nos clients qui nous portent aujourd'hui à avoir ce prix, que je partage complètement. Moi, ce que je voudrais parler, alors c'est marrant parce que juste la table d'avant, c'était intéressant de voir des manières de faire, des positionnements, la question des métropoles, où souvent une ville écrase les autres, hein, par le nom en tout cas, hein, parce qu'effectivement ça se passe partout dans le littoral, enfin ça se passe partout dans les grandes métropoles. Donc je vais simplement essayer de vous partager des questions qui me préoccupent et que je pense on peut retrouver évidemment dans toutes les villes, qu'elles soient en Méditerranée ou qu'elles soient dans le Nord. J'ai appelé je voudrais parler autour du temps. On en a parlé avant. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de faire attention car ça va trop vite. On a des crises tout le temps. Bon, finalement, on vit dans une crise permanente depuis quelques temps déjà, de quelques années, mais même des décennies. Aujourd'hui, on a cette question du climat, la crise des ressources, la biodiversité, la crise énergétique. S'ajoute le Covid et s'ajoute la guerre en Ukraine. Mais en fait, c'est intéressant parce que finalement, ça fait plus de 50 ans que les scientifiques nous avertissent qu'on a quand même des gros problèmes d'eau, de questions de la biodiversité et qu'on n'écoute pas. Et c'est pour ça que je voudrais parler du temps. J'aimerais bien qu'on ferme la porte, s'il vous plaît, si c'est possible. Merci. Donc j'aimerais bien qu'on prenne cette notion de la discussion du temps et comment faire. Le Covid, je le disais, a été quand même un phénomène assez intéressant dans ce sens où il nous a ouvert des consciences. On a finalement eu cette capacité qu'on avait complètement oubliée d'être solidaire et d'être résilient, et nous-mêmes, et sans l'aide forcément de l'État. En tout cas, je parle des copros, je parle des uns et des autres. Et on a frôlé un truc de très très près qui a été la mort de nos proches, un distancement, et on a compris la nécessité de vivre ensemble. Et ce vivre ensemble... Ce vivre ensemble, ça, excusez-moi, il y a des petites coupures. Ce vivre ensemble, vous allez voir, je pense qu'il y a un truc qui est important qu'on a beaucoup appris, que moi j'ai appris en tout cas à Barcelone, c'est cette question de l'espace public. Mais on y arrivera. Aujourd'hui, être architecte urbaniste ou planifier une ville, c'est une question d'équation chimique. C'est toute la question de la dioxyde de carbone, c'est toute la question de la qualité de l'air, c'est toute la question de l'eau. Donc, et le rôle aujourd'hui que nous avons, les archis et les urbains, est d'une complexité qui quand même est pas très normale. Donc pour ça, c'est pas normal parce qu'on nous apprend pas tout ça dans les écoles. C'est pour ça que la nécessité est celle de travailler dans des écosystèmes ouverts, des écosystèmes qui incluent des scientifiques, des chercheurs, évidemment les universités, mais qui incluent aussi d'autres professions, de manière à faire face à cette hyper complexité du moment. Déjà là, alors, excusez-moi si je ne vois pas bien, de nos espaces, oui, le respect du déjà là. Toute la question de la décarbonisation passe aussi pour une question de ce qui existe déjà. Alors, d'un côté, je suis désolée, vous m'avez dit de ne pas bouger, mais j'ai du mal à lire. De nos espaces nourriciers, naturels et forestiers, pour préserver ces espaces naturels. Alors, c'est très bien que Marseille ait 50% d'espace public. Je parle d'espace public, hein, parce que finalement, c'est ça. C'est énorme. Et c'est vrai, comme le disait tout à l'heure Dominique Alba, Paris en a
27. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un projet urbain devrait tourner autour de 40% d'espace public. Bien, si ce n'est pas la moitié, mais ça, on y arrivera. La question de la protection de nos espaces nourriciers et nos espaces naturels passe par la question de la matière déjà construite, c'est-à-dire le déjà là. Le déjà là, ici, on peut aussi densifier les usages. Dominique Alba parle aussi et nous a enseigné à tous la question du taux d'usage. Comment un bâtiment peut vivre plusieurs vies le long d'une journée? Les bâtiments de bureaux finissent à 6 heures, c'est absurde qu'ils soient vides jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Les étudiants n'ayant pas d'atelier pour travailler. Les bateaux sont vides, là. Il y a plein de bateaux là, qui sont vides, c'est des plaisanciers. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser autrement? Les secondes résidences qui sont... Enfin bref, il y a toute une question de les friches industrielles, les bureaux, enfin tout ça, les garages. Il y a beaucoup de reconversions à faire pour essayer de densifier, de réparer et en tout cas de soigner nos villes. Et bien sûr, le déjà là, c'est la matière humaine, dont il y a eu débat tout à l'heure dans la table précédente. Et cette matière humaine, c'est la matière non seulement des habitants, des résidents, des opérations qu'on fait, mais c'est aussi nous toutes et nous tous. C'est cette intelligence collective que j'aime beaucoup défendre, parce que je pense que c'est par là qu'on verra une fois pour toutes ces tensions qu'on vient de voir dans la table précédente, par exemple, disparaître pour faire avancer la machine. Parce que finalement, ça fait longtemps qu'on sait les choses, mais on ne bouge pas. On regarde ailleurs, on n'a pas moyen d'avoir une table dans laquelle on a une conversation paisible, apaisée, où on se tait, on s'écoute les uns les autres. Et ça, on ne l'enseigne pas dans les écoles. Je crois que c'est vraiment un maillon manquant assez important d'être capable d'être dans une discussion raisonnée, aimable et en nous écoutant. Et ça passe d'abord par se taire et écouter l'autre. Je pense qu'il est hyper important qu'on inclue aussi les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce que la pensée féminine, la pensée masculine, c'est des pensées qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est une question biologique. C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques. Donc, et c'est vrai que le siècle jusqu'au siècle XX, il a été quand même très construit sur une pensée très masculine, même si les femmes ont appuyé cette pensée masculine. Et les enfants, ils sont super intéressants. Les jeunes, il faut leur donner la place aux télévisions, dans les rendez-vous. Ici, on devrait avoir des jeunes aussi en train de nous parler. Enfin bref, vraiment sortir des chemins battus. L'intelligence collective nous permet d'avoir des appropriations des projets urbains. Et ça, c'est hyper important. D'embarquer les gens, de les embarquer dans une histoire commune, dans un récit qui est co-créé. Alors, c'est difficile. C'est vrai qu'on n'a pas les outils. Il faut les inventer, il faut les créer, il faut descendre dans l'arène, comme j'aime bien dire. Et ça prend du temps. C'est encore cette question du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut le faire en amont. Quand on dessine un projet urbain en tant qu'urbaniste, c'est très simple. Hein. On vous demande 3 mois après que vous avez été choisi, même pas, ou le mois qui suit, de pondre un master plan. Mais vous n'avez pas eu le temps d'aller voir les habitants pour savoir exactement quels étaient leurs besoins, puisque vous allez construire pour eux, vous allez construire dans un quartier, vous allez les envahir. Donc ce temps en amont, il faut le prévoir dans nos projets, dans les appels d'offres des projets urbains. Là, je fais un appel à tous les aménageurs et nos élus pour qu'ils puissent mettre ça dans nos bagages, parce que c'est la seule manière d'avoir la question de la densité partagée. Il faut qu'on prenne le temps en amont d'avoir un projet commun, une vision commune avec les habitants et les résidents, de manière à pouvoir asseoir cette densité qui est nécessaire pour la préservation de nos territoires agricoles et forestiers dont je parlais avant et nourriciers. Et pour ça, il y a des outils qui existent, des maquettes numériques qui permettent en temps réel de savoir la pleine terre qu'on dégage, le soleil ou les entrées de lumière, etc. Moi, je pense qu'il y a un truc hyper important aussi, c'est la question de embarquer et non pas imposer. On n'arrête pas de nous imposer des choses depuis des millions d'années. Ça suffit. Ça suffit, on est des citoyens connectés, on a droit à des informations qui sont autres que les canaux normaux, enfin, ou en tout cas historiques. Donc du coup, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on trouve nos valeurs. Quelles sont nos valeurs communes? Quelles sont nos vraies valeurs communes aujourd'hui? On est complètement perdus et c'est terrible. Et en plus, ce qui est très, très, très difficile, c'est qu'il y a une crise démocratique dont j'ai oublié de parler tout à fait au départ, qui est importante. Il y a des grandes fractures sociales qui sont énormes et qu'on n'arrive pas à résoudre. Les années passent et elles ne se font que plus évidentes aujourd'hui en ce temps de crise, de pandémie et en plus de... Ah, il faut que j'accélère. Donc la question des communs, la question de nous est plus que moi. La question de la poésie du lieu. Face à cette globalisation, il faut à chaque fois qu'on soit très soigné quand on intervient dans les différents, territoires. Chaque quartier, chaque ville, chaque territoire, chaque rue a une âme, une poésie qu'il faut essayer de restituer, de rescater pour sortir de la banalisation, pardon. L'espace public. Et je pense que nous pensons à Archipublic que l'espace public
est vraiment le moteur d'une transformation sociale pour nous aider à être des citoyens solidaires, qui pourront nous regarder dans les yeux, discuter et nous écouter. Par contre, l'espace public, 80% ce sont des voiries au jour d'aujourd'hui. 80% quand on parle d'espace public dans les villes, c'est de la voirie. Donc si on arrive déjà à avoir 30% de trottoirs, ça serait vachement bien. Des chantiers à faire dans les temps qui viennent, la question des sous-sols. On a des sous-sols qui sont absolument une jungle. Et ça, c'est de l'argent mal gaspillé. C'est de l'argent qui passe ailleurs. Dans un moment où les villes n'ont pas trop d'argent, il faut quand même qu'on fasse très attention à comment on gère les infrastructures, les non visibles et les infrastructures au-dessus de nous. Ça, je pense, c'est les chantiers qui vont venir. Nous aimons parler de la mise en place d'un urbanisme pointilliste, qui est un urbanisme dans lequel d'abord l'espace public et la pleine terre ou le paysage s'assied, et ensuite on vient construire les constructions. Et pour ça, c'est un urbanisme qui travaille sur la question du bon sens, de la haute qualité environnementale, mais juste du bon sens et low-tech. Ça passe par des trames qui sont différentes, qui peuvent respirer normalement. Je n'ai pas un bureau qui fait 20, donc je suis obligée de mettre des choses au milieu pour ventiler. Enfin, c'est juste du bon sens et réfléchir ensemble avec cet écosystème dont je vous parlais, évidemment sur la question de l'économie circulaire et solidaire. Solidaire pour le réemploi. Tout ce qui est on réutilise et ça permet de mettre en place des filiales qui sont très intéressantes, solidaires. L'urbanisme pointilliste nous permet aussi de travailler sur une sécurisation douce, sensible de l'espace public. On ne met pas des barrières, on ne met pas des caméras. C'est juste une question de percer de vue et de la responsabilité des uns et des autres de surveiller ce qui se passe un petit peu plus loin. Et ça fonctionne super, d'une manière très intéressante. Avec des rez-de-chaussée qui sont aussi très actifs, des rez-de-chaussée domestiques. C'est-à-dire, on travaille différemment les halls, les manières d'entrer chez soi, le bien commun, en y mettant même parfois des micro-commerces, comme vous voyez là, qui nous permettent de compléter les offres commerciales d'un aménageur par des petites choses qui sont différentes. Extérieur, intérieur, cette relation de ce partage, ce grand salon, tout ça sur l'échelle un cœur. Évidemment, c'est une question d'audace politique, ça a été dit avant, et des décideurs. C'est une question d'éthique. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de regarder ailleurs. Il y a urgence. On va avoir encore nos enfants qui vont sortir dans la rue demain parce qu'on n'a rien fait, ou très peu, parce qu'on voit le ballon, on est incapable de dialoguer. On travaille sur cette échelle qui est l'échelle d'un cœur, dans laquelle on est tous aussi et toutes impliqués. C'est la consommation de tous les jours, c'est comment on éduque, comment on traite les gens qui sont autour de nous. C'est nous poser les questions pertinentes en amont, et il serait temps, sinon on passe notre vie à mettre des sparadraps tout le temps. Ah, l'urgence, on crée l'électrique. Du fossile, il faut passer l'électrique. Très bien, mais l'électrique, on ne sait pas comment recycler les batteries, et la matière première manque. C'est pour ça que je dis, prenons le temps, s'il vous plaît. Il y a une question importante quand on parle d'énergie. Vous le savez, ça, que quand même Internet, en 2001, consomme déjà 10% de l'énergie mondiale. Or, on n'en parle pas d'éducation digitale. On n'en parle pas. On baisse le chauffage dans les écoles, on fait des modèles. Mais il y a des problèmes qui sont là. Ils sont là, les problèmes. C'est pas forcément ça. Il y a un autre truc très intéressant, la question du vieillissement de la population. C'est pareil, on fait pas grand-chose pour l'instant. Et je pense qu'il y a des trucs à faire qui seraient dans cette pensée logique d'hybridation dont parlait Gabriel, et qui a à voir aussi avec la question des villes, des réfugiés. On a des millions de réfugiés qui sont en train d'arriver. Ça va être un des problèmes de ce siècle, du siècle 21. Réfugiés, eau et la question de la qualité de l'air. Or, on raisonne, on les fait pas matcher, on continue à les mettre à part dans des villes qui sont... Enfin, on recommence des ghettos qu'on a fait déjà dans les années 60, donc ça serait peut-être intéressant de réfléchir autrement dans cette phase d'irruption totale. Alors, on pense que les formules du XXe siècle, elles sont obsolètes. Il y a une espèce de futur obsolète là qui est là et qui est palpable. Donc il faut qu'on trouve des mécanismes différents. Je parlais avant du vieillissement de la population. Attention, parce que les personnes, les seniors aujourd'hui sont en train de s'organiser pour créer des copropriétés, en fait, du logement qui est complètement différent de ceux des EHPAD. Les EHPAD, on peut les appeler par leur nom, c'est quand même des mouroirs. C'est difficile, c'est dur, c'est inhumain, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on nous traite comme ça après tout un cycle de vie de travail. Enfin bon, donc comment on met du lien, de la poésie, on ouvre des chemins différents. On peut parfaitement, le disait Gabriel avant, faire des copros qui soient complètement différenciés. Vivre ensemble avec le co-living, c'est le grand mot, mais co-living, c'est pas très bien parce que les dysfonctionnements d'horaire entre les jeunes et les personnes plus âgées ne fonctionnent pas forcément. Inventons d'autres manières. La question on apprend à marcher, à courir, à sauter, en marchant, petit à petit, pas, tout additionne. C'est et je fais ça et je fais ça. Et c'est pas ou je fais ça ou je fais ça. On est toujours noir ou blanc.
Entre le noir et le blanc, il y a plein d'autres couleurs quand même. Donc, essayons de réellement penser d'une autre manière. C'est là dont je vous parlais, la question d'une pensée disruptive, qui est l'hybridation dont parlait Gabriel. Justement, j'avais été il y a 15 ans à peu près à Tel Aviv, et on avait comme ça un lieu de rencontre très, très spontané, comme ce que vous voyez là. Elle vient de là d'ailleurs, cette photo. Et il y avait un ingénieur des flux, un autre ingénieur qui était spécialiste dans la balistique, les armements. Ils ont sorti un truc qui était ensemble, qui est en fait une micro-caméra pour faire les colondoscopies en Israël. C'est improbable, complètement improbable, mais ça existe et ça a été fait il y a déjà 15 ans. Donc je pense qu'on pourrait faire des choses totalement différentes. Ça, c'est hyper intéressant aussi, ces rapports de force. On l'a vu tout à l'heure, hein, les rapports de force, ces territoires, ou les petites villes, ou les communes qui pensent être complètement avalées par cette question des métropoles. Je pense qu'il y a aujourd'hui des relations qui sont complètement différentes et qu'il faut arrêter de penser que parce qu'on est grand et qu'on a toujours été grand ou toujours un monopole, ça va continuer. Et ça, c'est apprendre à désapprendre ça, c'est quand même pas évident. Et après, c'est dialoguer, converser, dialoguer pour vraiment asseoir une résilience dans nos territoires. Et juste à 0-0. Merci. Merci. Voilà, j'ai pas voulu parler de Barcelone, de Marseille, il n'y a pas à comparer, c'est juste des préoccupations mondiales. Merci Carmen Santana. En tout cas, on était très heureux puisque le préfet Laurent Carrier, justement, qui va nous parler du Marseille en grand dans quelques instants. Voilà, on avait la chance d'accueillir, vous avez compris pourquoi on a souhaité inviter un regard différent, un regard d'ailleurs, une architecte en tous les cas, urbaniste de talent qui nous vient de Barcelone et qui nous a confié tout à l'heure que c'était la première fois qu'elle venait à Marseille aujourd'hui. Grand prix lauréat en tout cas en Espagne, et nous serons très heureux de t'accueillir Carmen pour une prochaine fois ici dans ce territoire, pour nous partager à la fois tes valeurs, ta vision, comme tu l'as dit aussi, la complémentarité entre les femmes et les hommes. Et c'est vrai que le XXe siècle a été plutôt bâti par une vision d'homme, et on a besoin peut-être pour ce siècle des villes à venir de cette plus forte complémentarité. En tout cas, merci de ta présence. Voilà.